Je crois qu'on est en live. Je vous remercie d'être présent sur ce quatrième séminaire Région à énergie positive. Je m'appelle Cécile Maupeux, je suis de l'agence Idées Communes et j'ai la joie et l'honneur d'animer ce séminaire aujourd'hui avec vous. Ce séminaire, il est centré en particulier sur la question de la rénovation énergétique des bâtiments. Et vous allez le voir, bonjour, merci d'être présent. Je continue à répondre aux commentaires. Et vous allez le voir, on va avoir une matinée chargée mais très riche, avec à la fois de l'inspiration, on va aussi se donner des nouvelles de la trajectoire REPOS et de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, et puis, on aura aussi des témoignages sur des actions très concrètes qui sont menées en région sur ces sujets-là. Euh, alors, cet outil Wizambly, je crois que nous sommes plus de 200 à l'instant, oui 204 même connectés à l'instant. On a plus de 600 inscrits, donc merci encore énormément d'être présents aussi nombreux. Euh, Cet outil vous permet, vous avez pour la plupart repéré le chat. Ce chat, il se situe à droite sur votre écran et si vous voulez mettre un message, il vous suffit de cliquer là où il y a écrit « Que souhaitez-vous dire ?» et d'indiquer votre message. Sur les messages des autres, vous pouvez également réagir, liker, commenter, épingler. Et vous le verrez, pourquoi je vous indique ce chat et pourquoi c'est important que vous le repériez, c'est que c'est à travers ce chat que vous allez pouvoir poser vos questions, faire vos remarques également. Et à travers ce chat, les intervenants pourront aussi vous répondre. Nous, vos questions tout au long des présentations vont alimenter les réflexions, les discussions que je vais animer. Mais vous pouvez également avoir des échanges, y compris entre vous sur le chat. Et là, on peut retrouver aussi ce côté convivial et de discussion qu'on peut avoir dans nos séminaires en attendant de se retrouver en vrai. Alors peut-être en quelques mots, d'abord comment est-ce que ça va se passer cette matinée? Qu'est-ce qui vous attend au programme? Comme je vous le disais, nous allons avoir un programme bien chargé et pour l'entrée, nous allons avoir un temps d'inspiration. On va d'abord dézoomer, ne pas rentrer tout de suite sur les bâtiments, mais dézoomer sur la question de l'urbanisme et de comment on réinvente la ville. Et pour ça, on accueillera Agnès Langevin, vice-présidente de la région en charge de la transition énergétique et donc de la trajectoire REPOS, et Sylvain Grisot, qui est urbaniste conseil, conférencier et enseignant-chercheur. Et on aura un dialogue autour de cette question de comment est-ce qu'on réinvente la ville à travers un urbanisme circulaire. Ensuite, en plat de résistance, nous aurons une première table ronde pour laquelle nous accueillerons Nathalie Gontiès de l'ADEME et Thierry Salomon de Négawatt, Jessica Gilg de la région Occitanie et Lionel Vidal du lycée Pablo Picasso à Perpignan. Et on abordera la question des bâtiments tertiaires et on zoomera sur cette question de la rénovation énergétique avec un tour d'horizon régional, mais aussi un regard sur le contexte national qui évolue en ce moment. Enfin, en dessert, nous aurons la table ronde numéro 2 qui zoomera cette fois sur la rénovation énergétique des logements dans la trajectoire Région Énergie Positive avec un zoom sur les copropriétés. Et nous accueillerons pour ça Bénédicte Rier de la région Occitanie et Denis Muller de l'AREC, ainsi que Christophe Bouldoiré de la centrale de financement. Nous conclurons cette matinée aux alentours de midi pour vous permettre de reprendre une activité normale au moment du déjeuner. Voilà pour le programme de la journée. J'arrête la présentation pour que vous voyez plutôt nos visages. Avant de commencer, nous sommes tout à fait à l'heure. Avant de commencer, on a envie de savoir, au-delà, on voit vos commentaires qui nous indiquent qui vous êtes dans la salle. On va vous proposer un petit sondage pour savoir qui vous êtes et à quel titre vous êtes ici aujourd'hui. Vous avez normalement le sondage qui apparaît dans l'écran. Donc pour y répondre, il vous faut regarder dans la partie, voilà, il y en a qui commencent à voir. Dans le chat, vous avez ce sondage qui apparaît et vous avez un petit bouton qui écrit répondre. Donc vous cliquez sur répondre et vous pouvez indiquer si vous êtes là en tant que représentant d'une collectivité, d'une entreprise, d'une association ou autre, parce qu'évidemment, on n'a pas forcément tous les éléments. On a quelqu'un qui nous indique qu'il n'a pas de son. Alors, je pense qu'il faut pas de stabilité dans la vidéo, pas de son. Je pense qu'il faut, on va vous répondre dans le chat, mais régler au niveau, en tout cas, de votre son sur l'ordinateur. Est-ce que d'autres personnes ont des problèmes de son pendant que vous répondez au... Ok, je vois en même temps. Non, ça a l'air de fond. Ah, il y a d'autres personnes qui ont des problèmes de son. Alors, vous inquiétez pas, on a en back-office, vous voyez que moi, mais on a en back-office toute une équipe qui va regarder et vous répondre pour trouver les solutions autant que possible.
Alors, on voit en tout cas en termes de représentants, donc alors certains, bah, OK, il y a quelques personnes qui ont des problèmes de son, pour la plupart, ça a l'air de fonctionner. Alors, on a une petite moitié de collectivités qui sont avec nous. Je regarde, on a 126 personnes. Merci de répondre, vous êtes très nombreux à répondre. On a quelque chose d'assez équilibré entre les collectivités, mais les collectivités sont quand même surreprésentées. Une petite moitié de collectivités, un quart d'entreprises, et ensuite un autre quart composé d'associations ou autres, je suppose également citoyens, simples habitants de la région. Alors, une information d'un participant qui nous dit qu'il faut activer le son en bas à gauche de la vidéo. Donc j'espère que ça va vous aider à régler le problème. Hop. Bah, écoutez, je vous remercie de répondre. Je vous laisse finir parce que je vois on est 230 personnes connectées maintenant, donc je vous laisse continuer à répondre. C'est parfait. Et en même temps, je continue à vous expliquer comment ça va se passer. Comme je vous le disais, tout au long des présentations, vous avez le chat ouvert et vous pourrez poser toutes vos questions. Vraiment, n'hésitez pas, parce que vous imaginez bien qu'on a de quoi discuter pendant des heures avec les intervenants qui vont venir nous rejoindre. Mais l'idée, c'est que eh ben, vos questions, moi, je m'en serve pour alimenter les réflexions et alimenter les discussions tout au long des temps d'échange. Est-ce qu'un compte rendu sera publié prochainement? Alors, on n'a pas encore fait la visio, donc on va attendre de la faire, mais oui, il y aura une synthèse qui sera réalisée, évidemment, comme toujours. Alors, écoutez, maintenant que nous avons ça rame 95 du temps, eh ben, écoutez, on teste. Je vous laisse sur les aspects techniques, je vais laisser, l'équipe, en back office vous répondre au fur et à mesure dans le chat et pour notre part, je vais, commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc je vous le redis une dernière fois, posez vos questions dans le chat, on les prend sur les temps d'échange. On va commencer dès le premier temps sur la conversation entre Agnès Langevin et Sylvain Grisot. À la fin de cet échange-là, il y aura un temps d'échange, donc posez vos questions pour qu'on puisse l'alimenter. Je remets tout de suite mon diaporama et je vais donc, pour commencer en beauté, inviter à venir me rejoindre, à venir monter sur scène Sylvain Grisot, qui est urbaniste conseil, conférencier, enseignant-chercheur pour les transitions urbaines et qui est également auteur d'un manifeste pour un urbanisme circulaire qui est paru en janvier 2021 et dont on vous présentera tout à l'heure la couverture. Est-ce que vous pouvez monter sur scène, Sylvain? Et également Agnès, bonjour Sylvain. Bonjour. Et également Agnès Langevin, qui est vice-présidente en charge de la transition écologique et énergétique, de la biodiversité, de l'économie circulaire et des déchets à la région Occitanie, et qui va venir également monter sur scène si elle arrive. Bonjour Agnès. Merci à tous les deux d'être avec nous. Comme on le disait, on va commencer ce premier échange, enfin cette matinée, avec un dézoom où on va se placer au niveau de la ville et du territoire. Et la question qui va orienter nos échanges dans les minutes qui viennent, c'est comment est-ce qu'on réinvente la ville à travers un urbanisme circulaire? Alors avant de se poser la question, c'est quoi un urbanisme circulaire? J'ai envie de vous poser la question, et je vais commencer par vous, Sylvain Grisot. En quelques mots, d'où est-ce qu'on part et pourquoi, en fait, on se dit aujourd'hui que le modèle d'urbanisme tel qu'il est aujourd'hui, il ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à se dire, OK, il faut réinventer cette approche de l'urbanisme? Oui, c'est toujours bien de bien poser la question pour trouver les bonnes réponses. Donc, merci. Merci de m'inviter, pour ça. En fait, moi, je me suis posé cette question-là et j'ai travaillé là-dessus pour écrire mon bouquin. Donc, je vais juste partager les découvertes que j'ai fait, et notamment en prenant un peu de recul, du recul historique et puis en dézoomant, comme vous le disiez, sur une approche plus territoriale. On va parler beaucoup du bâtiment, beaucoup des bâtiments dans leur diversité ce matin, sauf que ça s'insère dans un processus qui est un processus beaucoup plus global. Alors, vous savez, on parle de faire la ville sur la ville. Ça fait 20 ans en fait qu'on en parle, depuis la loi SRU, qui a fêté ses 20 ans, qui a déjà plus de 20 ans, c'était décembre 2020. Déjà, c'était un sujet et une question. Et pour autant, ça fait quand même 50 ans qu'on est sur un processus de fabrication de la ville qui est concentré sur globalement deux aspects, qui est l'étalement de la ville et puis la construction en neuf.
hein. Et aujourd'hui, on continue d'étaler à un rythme assez soutenu, hein, la ville. On a entre 25 et 30 000 hectares par an qui sont artificialisés, qui sont consommés par l'extension de la ville. Alors, contrairement à ce qu'on dit d'habitude, hein, dans les discours, c'est pas un département tous les 10 ans. En fait, c'est un département tous les 20 ans, donc on a même du mal à mesurer le phénomène, c'est vous dire si on a du mal à agir dessus. Mais ça fait quand même un stade de foot toutes les heures. Hein. 5 stades de foot, pardon, toutes les heures. Donc on est sur un phénomène qui est diffus, mais qui est massif, en fait, qui est extrêmement important et qui a des impacts directs, évidemment, sur les milieux naturels, sur les sols agricoles dont on a besoin simplement pour nous nourrir, mais aussi de façon plus systémique, hein, qui ont un impact sur les mobilités, en rallongeant les distances, en intensifiant les mobilités carbonées, et puis un impact aussi sur nos modes de vie, et notamment en intensifiant la fragmentation socio-spatiale, comme on dit, enfin globalement, en poussant hors des villes, notamment des métropoles attractives, les métropoles qui ont des ménages, les ménages pardon, qui ont des revenus normaux, hein, c'est-à-dire une grande partie des Français qui sont poussés hors des villes, par choix parfois, mais souvent parce qu'il n'y a pas d'autre solution non plus. Ouais, c'est des impacts énormes sur l'environnement, mais aussi sur les modes de vie. C'est assez effrayant quand on dit 2 stades de foot, toutes les heures, 5. c'est import 5? 5. OK, je change mes notes, donc 5 stades de foot toutes les heures qui sont artificialisés. Je pense que ça vous fait écho ça, Agnès Langevin, c'est des impacts qu'on voit nous en région, Occitanie, que ce soit sur les métropoles, mais aussi sur les villes, moyennes. Est-ce que ça vous fait écho tout ça? Bien sûr, d'autant plus que la région Occitanie accueille chaque année 40 000 nouveaux habitants, évidemment à la fois bien sûr sur les aires métropolitaines et puis sur le littoral où là aussi la pression est très forte. Donc effectivement, je rejoins Sébastien Grisot quand voilà, il tire le fil de la globalité en fait, donc des leviers à actionner, puisqu'il y a la question évidemment climatique, hein, que ce soit en termes de réduction des gaz à effet de serre, que ce soit en termes bien sûr de ressources, hein, de l'empreinte ressources, c'est des matériaux, la construction du bâtiment, la construction de la ville, des déchets aussi qu'il faut gérer. En région Occitanie, plus de 11 millions de tonnes chaque année, et c'est bien sûr la question de la biodiversité et des sols. Et c'est vrai que, alors, vous me direz si vos recherches ont validé voilà ce qu'on entend dans les conférences, c'est qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre l'étalement et la consommation du foncier et donc le nombre d'habitants. C'est-à-dire qu'on voit des communes qui sont en déprise démographique et pour autant qui ont un taux d'artificialisation très important. Donc on a pris à bras le corps à travers notamment du SRADET vraiment cette conciliation d'enjeux dans un exercice de planification qui ensuite doit se traduire dans les documents d'urbanisme. Ce que vous dites, en fait, c'est que accueillir 40 000 nouveaux habitants chaque année ne veut pas forcément dire artificialiser à outrance et qu'on peut effectivement avoir une approche qui permet d'accueillir sans consommer 5 stades de foot par heure, quoi. C'est un impératif de toute façon, c'est un impératif. D'accord. Et alors, est-ce que c'est... Je pense que oui, je vous vois prêt à réagir, Sylvain. Oui, c'est un impératif. Oui, c'est possible. Alors oui, c'est une nécessité, et je confirme en effet hein, que ce qu'on a en tête, c'est-à-dire que le développement au sens général, et qu'on identifie souvent à la croissance numérique de la population. Hein. Alors, on peut imaginer aussi qu'on peut développer un territoire sans croissance numérique, mais c'est une autre question. Mais on a cette image mentale, cette équation, plus d'habitants égale plus de consommation de sol, et quelque part une relation entre les deux. Donc je dois consommer du sol pour avoir plus d'habitants. On a un quart des sols qui sont consommés pour les usages d'habitat, donc des lotissements hein, en France, qui sont consommés dans des communes qui perdent des habitants. Hein. Donc on a une décorrélation complète aujourd'hui avec par exemple des régions Normandie ou des régions Bretagne qui ont des profils très proches en termes de consommation de sol et qui pour autant ont des dynamiques en termes de population complètement inverses. Hein. Donc il n'y a pas de relation avec ça, sauf que ça fait 50 ans qu'on s'est mis ça dans la tête et on a un mal de chien à en sortir. On a un problème de référentiel là-dessus. C'est des phénomènes connus. Hein. On a toujours connu que ça, en fait, dans notre vie consciente. Donc, on se dit, on peut pas faire autrement. Et si on fait autrement, on arrête tout. Ben non. En fait, on a plein d'exemples
en France, notamment, hein, mais pas que, de territoires qui ont des stratégies de développement, y compris de croissance, ou en tout cas qui accueillent, qui savent accueillir, sans pour autant consommer du sol. Alors, le sol, c'est pas une fin en soi, c'est une ressource limitée comme les autres ressources, et quand je dis le sol, c'est le foncier, mais pour autant, cette frugalité en sol, hein, ce que j'appelle à saisir la clé du sol, notamment dans des documents comme le SRADET, mais tous les documents stratégiques, c'est quelque part amener une frugalité en soi, une frugalité en matière, en mobilité, etc., etc. Donc il y a un effet vertueux à tout ça. Sauf qu'il se trouve qu'on a des solutions, on a des modèles alternatifs. Moi, c'est ce que j'ai appelé l'urbanisme circulaire, ce qui n'est pas une invention de ma part. J'ai juste mis des mots sur des choses qui se font déjà, qui se font dans votre territoire, avec notamment cette idée d'éviter de construire. Hein. Est-ce que vraiment on a besoin de construire pour tout? Il se trouve qu'on a des bâtiments qui sont aujourd'hui sous-utilisés. Ça peut être des équipements publics, ça peut être des bâtiments tertiaires, ça peut être des bâtiments vides. Est-ce qu'on ne peut pas mieux utiliser ce qu'on a déjà? La deuxième boucle, c'est éviter de déconstruire, parce qu'on sait que le cycle démolition-reconstruction, on va sans doute en parler aujourd'hui, il a un impact extrêmement important en termes d'émissions de déchets, mais aussi de déperdition, cette énergie grise qui a été investie dans le bâtiment, notamment sa structure. Donc, si on peut l'éviter, il vaut mieux l'éviter. Et puis, la troisième des boucles, c'est à la fois densifier, ce qui est un exercice relatif, hein, très fin, mais aussi recycler, notamment les friches, de façon à de toute manière exploiter l'ensemble des espaces qui sont disponibles dans la ville. Alors, après, quand on a essayé tout ça, hein, et la loi climat-résilience commence à nous inviter, en tout cas dans sa rédaction actuelle, à inverser les priorités, à commencer par regarder ça, et après seulement de s'appuyer sur l'étalement et la construction en neuf. Peut-être je vais vous afficher l'image que vous nous avez fait passer pour indiquer justement cette différence, ce passage de linéaire à circulaire. Pendant que je fais ça, on a une question sur les 5 stades de foot par heure. C'est une estimation nationale, c'est bien ça? Tout à fait, oui. D'accord, donc on suppose que c'est à peu près équivalent dans toutes les régions. Pas du tout. Il y a des profils complètement différents en fonction des régions. C'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que aujourd'hui, et d'ailleurs votre région est plutôt vertueuse sur les dernières années, hein, en tout cas plutôt dans le peloton de tête, pas de la consommation. Non, il y a des profils extrêmement différents, ce qui prouve bien qu'il y a des façons de faire qui sont plus ou moins efficaces sur cette entrée-là. Ça demande une mobilisation complète des acteurs, mais on va en parler aujourd'hui, je pense, toute la matinée. Tout à fait. Et pendant que j'affiche, là, il y avait une question, c'est est-ce que cette consommation des sols, c'est lié en particulier aux plateformes logistiques? J'ai l'impression que pas que. Enfin, on met le. Pas que. Non. On est à peu près au niveau national, on est à peu près à 2/3 de consommation de sol qui est associée à l'habitat et 1/3 associé à l'activité économique, dans laquelle il y a les plateformes logistiques. Et dans les plateformes logistiques, il n'y a pas que Amazon, hein, très clairement. Mais aujourd'hui, on est sur des usages qui sont plutôt sous les radars, c'est-à-dire qu'on a du mal à distinguer ce qui est de l'ordre d'un foncier consommé, d'un sol consommé pour de l'activité productive, économique, ou pour de l'activité logistique. Et au-delà de jugement, hein, on sent bien, on voit bien, et on a quelques données sur des territoires précis sur lequel, en effet, il y a une très forte accélération de la partie de la consommation liée aux usages logistiques. Alors ça, en effet, c'est l'urbanisme linéaire, donc c'est la façon de faire la ville. Hein. Quand je dis urbanisme, c'est pas une discipline, encore moins une science. Hein. C'est le processus, c'est comment on fait la ville, la fabrique de la ville. On a une des matières premières, hein, qui est le foncier, qui est finalement l'espace qu'on vient consommer pour des usages urbains. On vient consommer, construire du neuf, construire un équipement en périphérie. Et puis, souvent, on a des processus d'obsolescence, pas forcément programmés, mais en tout cas d'obsolescence réelle, qui font qu'on a des espaces vacants, in fine, des friches, des bâtiments sous-utilisés, des délaissés routiers, etc., etc. Donc ça, c'est globalement ce qu'on fait de façon efficace, de façon extrêmement performante, depuis une cinquantaine d'années, hein, en important un modèle depuis les États-Unis, hein, qui est le modèle du suburb, hein, qui est déployé sur d'autres fonctions et qui a pris son élan progressivement dans les années 70 pour vraiment s'accélérer dans les années 80 avec la décentralisation. Et donc, la suivante... Ce que j'allais dire quand même, Voilà. j'ai un point que vous m'avez dit qui est très important, je trouve, à souligner, c'est qu'il a 50 ans, ce modèle. Il est loin d'être ancestral. Tout à fait. Et ça, c'est important aussi à se dire. Il a moins de... Alors, c'est très court, c'est très, très court par rapport à l'échelle de vie de la ville, hein. Mais pour notre échelle de vie à nous, en fait, tous autour de la table virtuelle, ce que je disais tout à l'heure, on a toujours connu que ça. Donc, on a un problème de référentiel.
Et on a eu un décalage de référentiel qui s'est fait progressivement avec le passage de génération. Et en tout cas, dans notre vie conscience, on a toujours fait ça. Moi, j'ai fait ça tout mon début de carrière. J'ai fait de l'étalement urbain. Ce que je raconte souvent, c'est, je cite dans mon bouquin d'ailleurs, sans dire que c'est lui, mais je cite un expert immobilier qui fait des expropriations pour faire des UP et des AC. C'est mon grand-père. Qui a lui aussi participé. Donc, on a fait ça sur 3 générations, sauf qu'il est temps. Voilà, on change de système et il est enfin temps de finir ce système du XXe siècle de façon à faire enfin ce qu'on s'était dit il y a 20 ans, c'est-à-dire construire la ville sur la ville. Complètement. Et donc, du coup, la diapo suivante répond une partie aux questions qui arrivent énormément sur alors, comment on fait pour éviter les consommations du sol, comment on fait pour changer finalement y compris d'un point de vue culturel quelque part, c'est cette envie d'avoir sa maison pavillonnaire qui est pas si ancienne que ça, quoi. Alors, je mets 200 pages à expliquer simplement dans le bouquin, je vais faire court. mais vous le voyez, en fait, l'idée simplement, elle est extrêmement simple, c'est se dire qu'une fois qu'on a artificialisé, je ne vais pas rentrer sur les définitions, mais qu'on a urbanisé finalement un sol, qu'il n'a plus son usage agricole notamment, 80% des sols qu'on consomme pour faire la ville, c'est des sols agricoles, on va vraiment le travailler de façon durable, de façon à chercher les solutions à nos nouveaux besoins dans le périmètre déjà urbanisé. C'est tout bête à dire. Encore faut-il regarder de façon un peu différente notre périmètre urbanisé. Et aujourd'hui, on n'a pas ces référentiels dans la plupart des territoires qui permettent de voir les espaces qu'on peut densifier, les bâtiments vides, les friches qui peuvent être recyclées, etc. Ne serait-ce que la connaissance de tout ça est loin d'être aboutie. Après, il y a des questions de compétences aussi. C'est un autre exercice. Faire la ville sur la ville, transformer un bâtiment plutôt que faire la démolition-reconstruction, donc travailler l'ancien, c'est pas la même chose. Recycler une friche, c'est pas la même chose qu'aménager un champ en périphérie. C'est des compétences en soi, c'est des modes de projet qui sont plus complexes, sur lesquels on a besoin aussi de gens qui sont en capacité de travailler avec des espaces habités, des espaces pollués, des espaces bâtis, de comprendre des enjeux contextuels un peu plus complexes. Donc, il faut qu'on se forme tous collectivement. On a besoin d'outils aussi, notamment d'outils du temps long. C'est là où on repose aussi la question du rôle des institutions. Ces foncières dont on parle. Vous avez dans votre région un établissement public foncier qui est pertinent, performant. Ce n'est pas le cas de tous les territoires en France du tout, sur lequel il y a parfois, mais parfois pas avec la masse critique suffisante pour être actif. Là, on est sur des acteurs du recyclage. C'est vraiment essentiel, mais ce n'est pas non plus suffisant. On a un certain nombre de sols qui sont... j'appelle les sols communs, qui sont les sols qui sont trop importants finalement pour les laisser gérer uniquement par le marché. C'est le logement abordable, c'est l'agriculture périurbaine, c'est les espaces de développement économique, c'est les rez-de-chaussée commerciaux, sur lesquels on a besoin d'acteurs du temps long qui vont finalement sortir du marché de façon à garder un cap sur la distance. Et puis ensuite, Agnès Langevin en parlait tout à l'heure, c'est avoir une vraie stratégie territoriale coordonnée et cohérente. On ne peut pas avoir quelques acteurs qui sont pertinents sur les enjeux de sobriété foncière si à côté on continue de faire comme avant. Donc là-dessus, il y a sans doute beaucoup d'exemples aussi dans votre territoire qui peuvent illustrer tout ça, parce que moi, j'ai strictement rien inventé en fait. Tout a été fait, il n'y a rien à inventer. Par contre, il faut massifier ces solutions-là. Comment ça vous fait écho, ça, Agnès? Moi, j'entends effectivement cette question c'est une nécessité, mais c'est aussi, moi, ce que j'entends derrière, c'est que c'est une opportunité, c'est un enjeu aussi pour l'avenir, pour vivre mieux sur nos territoires. Je pense que comment ça vous fait écho au niveau de la région, au niveau des territoires que vous connaissez bien aussi? Oui, moi, je partage bien sûr le constat que... On a un problème de son. Vous m'entendez là? Oui. Bon. Donc, moi, je disais que je partageais Je partage vraiment le constat que des solutions, des démonstrateurs, des professionnels qui savent faire, on les a identifiés, on les a accompagnés pendant ce mandat avec plusieurs outils, le fonds de requalification de friches, 60 projets accompagnés, de la foncière agricole, puisque là nous mettons en place un système d'acquisition de foncier agricole pour installer de nouveaux agriculteurs. On a un fonds aussi qui permet donc de reconquérir des espaces commerciaux qui sont laissés à l'abandon. Donc nous avons mis en place tous ces outils
Maintenant, je vous rejoins, c'est la question du changement d'échelle. Et ce changement d'échelle, il faut à la fois, vous l'avez dit, changer les représentations. Moi, je vois ici, j'ai la chance d'habiter dans le sud, vraiment dans le sud de la région. Avec la crise sanitaire, les agences immobilières connaissent un boom de vente du pavillonnaire. Hein. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut bien sûr changer toutes ces représentations. Il faut avoir du coup une entrée usage. Moi, je pense que ce modèle linéaire était aussi bien assis sur il fallait construire, hein, quand le bâtiment va, tout va. Donc, il n'y a pas eu l'entrée effectivement usage avec tout ce que vous avez indiqué, donc d'éloignement des populations et en particulier des plus modestes. Et puis, il y a, et ça c'est le travail que nous devons vraiment renforcer, la question et de la formation et de la compétence. Hein. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps de jeunes ingénieurs d'un grand groupe que je ne vais pas citer. Ils ont appris à construire à bitumer. Là, ils étaient sur une opération de renaturation, de désimperméabilisation des cours d'école. Donc, pour eux, c'est du sens, c'est très intéressant. Et puis, il y a la question du modèle économique. Parce que pour l'instant, ce que les élus locaux nous disent, c'est que, réemployer, rénover, c'est trop cher. Et les professionnels du bâtiment ne sont pas, contrairement à l'Allemagne, hein, l'activité est moins bien répartie. Juste un exemple, là, il y a 2 jours, j'étais sur un ancien centre de rééducation dans les Pyrénées, plus de 17 000 mètres carrés, 9 étages, enfin vraiment, voilà, le coût de la déconstruction, parce que là, la déconstruction, elle est obligatoire par la présence d'amiante, hein, et des questions de sécurité. Il y a des situations où on est obligé de passer par la phase de déconstruction, c'est plus de 3 millions d'euros. Donc voilà, moi je pense qu'il faut, avec des outils fiscaux plus incitatifs, enfin il faut qu'on soit très innovant pour mobiliser aussi et réorienter les financements pour construire la ville sur la ville. Alors je ne sais pas si vous avez abordé cette question, voilà, aussi du financement, parce que construire vraiment pas très cher, peu qualitatif, ça évidemment avec des outils de défiscalisation qui sont orientés sur la construction neuve, voilà, il y a tout un virage à opérer sur le plan fiscal. Je trouve que ça fait bien le lien. Alors déjà, dans ce que vous avez évoqué, ça répond, me semble-t-il, en partie à une question qui était posée, dire comment est-ce qu'on embarque les petites communes, en montrant aussi ce qu'on y gagne, effectivement, puis en accompagnant, en aidant techniquement, financièrement, c'est important. Vous avez évoqué aussi la question les uns les autres des cadres. On parlait, dans les questions, il y avait la question des SCOT. Est-ce que c'est les SCOT qui doivent aussi prendre le relais? Est-ce qu'on peut intégrer les choses dans les SCOT comme ça? Et parmi les questions, là, ça m'amène à vous interpeller de nouveau, Sylvain, sur... on a beaucoup de choses. J'allais vous demander concrètement, du coup, on fait comment pour aller vers cette approche plus écosystémique? Et je vois dans le chat venir des questions qui disent, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème avec aussi notre attachement viscéral à la propriété individuelle, avec cette envie de chacun d'avoir sa maison, avec cette envie de chacun aussi de ne plus avoir de mauvaises herbes et de bétonner ses jardins, etc. Et vous me disiez, mais oui, c'est un changement culturel qui est profond. Alors, oui et non. C'est-à-dire, il y a un changement culturel profond et en même temps, l'attachement à la maison, ce parcours du propriétaire et plus exactement au pavillon en périphérie, c'est un construit. C'est un changement de discours dans les années 70 de l'État qui a été renforcé par la décentralisation. C'est un processus. Une France de propriétaires, c'est pas un discours récent, c'est un discours du début des années 70 qui s'est positionné en opposition avec un autre modèle, notamment le modèle locatif, le logement social, les bailleurs sociaux. Alors, je dis pas du tout qu'il faut retourner. On est au 21e siècle. L'idée, c'est pas de retourner et de revenir en avant. Et pour moi, l'ennemi n'est pas la maison. L'ennemi n'est pas le périurbain. L'ennemi, c'est la maison en plus dans le champ d'à côté du lotissement qui est déjà là. Et il y a un avenir absolument fou. Et finalement, le territoire d'avenir aujourd'hui, c'est peut-être le périurbain. C'est peut-être là sur lequel on peut rajouter des maisons à côté de maisons qui sont déjà là. Dans des lotissements qui finalement vont plutôt bien vivre parce qu'ils ont été construits dans les années 80, 90, 2000 avec des grands jardins et finalement rajouter un bout de commerce, un peu de service ou la capacité de travailler dans la journée dans une extension de sa maison, voire même diviser. Ça va amener de la vie. Et c'est ça dont on a besoin pour faire vivre des commerçants du centre-ville, en plus
plus de la piste cyclable qui va nous permettre d'aller acheter le pain. Donc la réinvention de la ville, elle se fait aussi dans le périurbain, elle se fait aussi dans l'attachement à la maison. Vous savez qu'on a plus de 60% des logements individuels en France qui sont considérés par l'INSEE comme structurellement sous-occupés. Ben oui, on a construit beaucoup dans les années 80-90 pour des jeunes ménages qui sont plus des jeunes ménages en fait. Les enfants sont partis et les parents sont là, dans bien des cas, dans des logements qui non seulement sont trop grands, mais des parcelles trop grandes sur lesquelles on pourrait construire une autre maison, mais aussi des logements qui sont inadaptés au vieillissement et qui en plus parfois sont trop distants des centres-villes du service. Habiter dans la ville, habiter dans un logement adapté, hein, notamment pour la mobilité, habiter à proximité des services de santé, dans le dialogue du boulanger, etc., qui est juste là, hein, dans l'immense processus, c'est gagner 10 ans de durée de vie en bonne santé. Donc aujourd'hui, on a un problème de vieillissement dans des lotissements qui vivent mal, et on a un problème de logement pour des jeunes ménages qui ont envie de la maison. Ben, très bien. Construisons dans le cœur des villes des logements adaptés au vieillissement de façon à permettre à chacun de vivre dans la ville et pas dans une institution spécialisée, mais aussi en étant présent au cœur du village et pas forcément dans la métropole, puisqu'on n'est pas dans la relation à l'emploi, de créer de l'emploi, du dynamisme économique, etc., etc. Il y a tout un enjeu finalement de fluidité du parcours résidentiel sur lequel, en effet, il faut travailler la question de la perception et de la culture, pas que pour dire attention, haro sur la maison est l'ennemi, etc. Sortons de ce discours-là qu'on tient depuis 20 ans dans la profession. Non, la maison a aussi sa place dans la métropole. Peu importe, la question c'est comment est-ce qu'on est sur un processus fluide sur lequel la priorité, c'est finalement de travailler dans le périmètre de la ville déjà là. Et en effet, parfois, il faut déconstruire, faisons-le bien, hein, et profitons-en justement parfois pour dédensifier, parce qu'on a besoin de nature dans la ville aussi. Profitons-en aussi pour réinventer un certain nombre de modes de logement qui notamment permettent d'encaisser nos dynamiques démographiques du moment. Qui, je vous le rappelle, c'est pas une montée en flèche de la natalité, non. C'est l'âge qui vient, pour nous tous et auquel aujourd'hui on répond assez mal. Donc pour vous, finalement, je réagis en fonction des questions là qui remontent, qui disent mais comment on répond aux attentes des foyers qui s'incarnent dans les lotissements pavillonnaires, comment on répond à cette demande qui remonte aussi avec la pandémie actuelle et tout le monde qui va se mettre au vert, etc. Moi, ce que j'entends dans votre discours, c'est que c'est pas incompatible en fait. Non. Au contraire, ça vient pas remettre en cause ça. Agnès, comment c'est pour vous ça, c'est ce que vous entendez aussi, j'imagine. Bah oui, mais c'est bien de rénover, de densifier, mais on a besoin aussi, on cherche l'espace, etc. Comment est-ce que vous sentez justement les territoires sur ça? Vous sentez qu'il y a un souhait d'y aller? Il y a un souhait effectivement de vivre de mieux vivre en fait, pour le dire très simplement, de pouvoir voilà, retourner, peut-être s'éloigner des villes, mais à condition, bien sûr, d'y trouver des services pour des jeunes de l'emploi, pour trouver des tiers-lieux avec des dynamiques. Donc là aussi, alors c'est peut-être un signal faible, mais il existe. Hein, on rencontre notamment autour de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat responsable engagé, hein, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, qui voilà, se réimplantent et réimplantent leur activité en dehors des métropoles. Pour la méthode, j'ai envie de dire, ou pour les retours d'expérience, pendant ce mandat, on a eu un beau dispositif qui s'appelle NoWatt, qui permettait vraiment d'appréhender la rénovation dans toutes ses dimensions, d'exemplarité sur les ressources, sur l'énergie, sur l'eau, bref, mais avec cette entrée que l'on tient aussi des pionniers de l'habitat participatif, qui nous amène et qui nous a amené d'ailleurs à accompagner la maîtrise d'usage pour bien inventer aussi dans un collectif comment on veut partager, bien sûr, voilà, ces mètres carrés, et comment on peut mutualiser. Effectivement, que chacun ait sa chambre d'amis, c'est peut-être pas utile, hein, et donc voilà, ça nécessite aussi du dialogue, du lien social, et finalement, c'est comme ça qu'on peut aussi se réapproprier la ville. Et ce que je trouve
intéressant dans cette idée de ville circulaire, c'est Oui. aussi ce que ça peut amener en termes de lien social. Parce qu'on le Mm. voit, hein, l'étalement urbain, les lotissements, les murs de sécurité qui ont poussé, voilà, je veux dire, ça a vidé aussi cette vie qu'on pouvait avoir dans les communes ou dans les quartiers, dans des places. Et ça, on sent cette envie quand même de solidarité, de vivre ensemble. Et voilà, l'urbanisme, c'est quand même ce qui permet de remettre en lien. Complètement, il y a un commentaire qui fait complètement écho à ce que vous dites à l'instant, en disant qu'on était sur l'enjeu et peut-être dans la réflexion des espaces partagés, espaces verts communs plutôt qu'individuels, espaces plus utilisés dans une habitation, etc. Vous le verrez, je regardais en détail, il y a énormément de retours qui confirment que ça fait écho ce que vous dites. Hein, la sous-occupation des logements est effectivement une réalité. On a également la problématique où on a des logements vacants, on en a parlé, de beaucoup de logements vacants qui sont pas utilisés, le blocage psychologique au déménagement qui fait que il y a aussi besoin d'humains dans ces accompagnements aussi de changements, et y compris, là je vois personnes âgées, ben oui, quand on se retrouve seul, ce que vous disiez tout à l'heure dans les lotissements. Il y a une question, tiens, ça peut-être que Sylvain, vous avez la réponse. Est-ce qu'on dispose, je suis sûre que oui, est-ce qu'on dispose d'études qui permettent d'analyser le coût complet pour les collectivités des extensions urbaines? Le fait de rajouter des réseaux, le fait d'utiliser du sol. Alors, il y a plein de chiffres, mais pas tant que ça en fait. Pas tant que ça. Et il y a des chiffres européens, il y a des chiffres nord-américains, des chiffres français. Ils sont tous différents, mais ils vont tous dans le même sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous empilez le coût de l'investissement d'une extension urbaine, plus le coût de la gestion, et notamment le fait qu'on a globalement l'ensemble des infrastructures et des services urbains qui aujourd'hui, c'est peut-être un tort, mais aujourd'hui c'est comme ça, sont associés à des économies d'échelle. C'est que faire tourner un tramway plein, ça coûtera toujours beaucoup moins cher par passager transporté qu'un bus au diesel à moitié vide dans la périphérie distante. Et évidemment, la qualité de service n'est pas la même. Donc oui, en effet, ça coûte plus cher. En fait, on a un différentiel de coût d'investissement qui est extrêmement important. Agnès Langevin parlait de ces enjeux de déconstruction, de désamiantage, de dépollution des sols, même je rajouterais. On a ces erreurs du passé qu'on paye aujourd'hui, qui sont des surcoûts, mais ce qu'on oublie, c'est qu'on subventionne l'étalement urbain. On le subventionne massivement en subventionnant la voiture et la mobilité automobile, déjà, puisque c'est ce qui lui permet de vivre et de respirer, tout part de là, mais aussi dans nos processus d'investissement. Aujourd'hui, la plupart, par exemple, des zones d'activité économique sont structurellement déficitaires pour les collectivités locales. Et on a aujourd'hui toute une structure fiscale qui vient inciter à l'étalement urbain. Tout le monde a intérêt à ça, à consommer le plus de foncier possible. Et il y a une revue, un passage en revue finalement de notre cadre à la fois réglementaire et fiscal qui est aujourd'hui nécessaire pour sortir de ça. Donc oui, ça coûte plus cher, mais en plus, fiscalement, ça nous coûte plus cher, mais on ne le voit pas. On a des modes de financement de l'aménagement urbain qui dissocient structurellement l'investissement de la gestion, finalement, du temps long. Et puis, pareil, pour les citoyens, on a tout forfaitisé, ou la plupart des choses sur une perspective intéressante, intelligente, qui est une forme d'égalité de traitement des citoyens où qu'ils soient, sauf qu'ils ne voient plus finalement le surcoût qui est induit de leur présence à un endroit ou à un autre. Voilà. Après, on parle de ça, mais il y a aussi un impact carbone qui est massif. La moitié de notre bilan carbone, c'est l'endroit où on habite. C'est notre logement et notre mobilité. Donc, c'est absolument essentiel. Moi, je voulais revenir sur un truc que vous disiez tout à l'heure, qui était de dire on a besoin de bifurquer, il y a des contraintes environnementales, etc. etc. Oui, certes, mais en effet, ça donne aussi envie. Cette ville de la proximité, cette ville frugale, mais frugale en matériaux, pas en fait, frugale en mobilité, mais donc en temps perdu dans la voiture, etc. Cette ville pour tous, et donc cette ville résiliente, elle donne envie. Par contre, il faut qu'on apprenne aussi à arrêter de chercher systématiquement nos solutions dans le neuf en périphérie, et aussi à arrêter de figer notre ville.
Parce que si on se dit ça et qu'on dit qu'on va chercher dans la ville existante des solutions à nos besoins, en effet, il faut partager, mais il faut aussi transformer la ville déjà là, alors qu'on l'a figée quelque part depuis 50 ans. En sortant de ces débats, c'est accepter que son voisin fasse une extension, c'est rentrer en débat sur des transformations un peu structurelles, non pas de grands ensembles immobiliers, mais ici ou là, de transformation de la ville autour de nous. Et ça c'est un changement de culture, mais il est absolument essentiel. Je répète sans arrêt, la ville du futur, en fait, ça sert à rien d'en parler, elle est déjà autour de nous. 80% de la ville de 2050, donc celle qui doit nous permettre d'atteindre nos objectifs carbone, nos objectifs climatiques et globalement d'être encore là, ou en tout cas pour nos enfants d'être encore là, 80% de la ville de 2050 est déjà là. Donc, on n'a plus que 20% à faire, et ça, il faut le faire très bien. Il faut le faire très bien tout de suite, mais surtout, il est temps de se retourner, et c'est aussi le sujet de la matinée, sur ces 80% qu'il faut réinventer. Et vous me faites ma transition parfaitement parce que j'avais envie de dire, faisons le lien aussi avec justement ce dont on va parler, de la rénovation des bâtiments tertiaires, de la rénovation des logements. C'est un levier essentiel. On voit aussi pas mal de commentaires qui me disent, mais il y a des outils. Est-ce que les foncières solidaires ne sont pas des outils? Est-ce que les réglementations thermiques aussi, certains nous disaient, oui, effectivement, avec les réglementations thermiques plus contraignantes, on a parfois réduit les surfaces pour des questions de coût, quelque part, ça y joue aussi. Il y a toutes ces questions-là. La question aussi de type de construction, l'habitat léger, l'habitat modulaire, etc. Tout ça fait émerger en fait toutes ces questions-là. Mais en quoi, du coup, c'est quoi les enjeux sur les bâtiments? 80%, c'est déjà là. Les 20% qui restent, il ne faut pas les louper. Comment est-ce qu'on fait ce lien justement? En quoi c'est un levier essentiel finalement? Et j'interrogerai aussi, alors, vous commencez et puis on laissera, j'interrogerai ensuite Agnès sur les éléments qui permettront de faire le lien aussi avec ce qui va être présenté derrière. Oui, très vrai, évidemment, c'est à un moment, il faut bien qu'on habite quelque part et donc à la fin, on fait la ville pour construire, pour construire dedans et avancer là-dessus. Après, je rappelle une chose, hein, c'est que les bâtiments, c'est 18% de la surface urbanisée en France. On a 50%, 49% exactement des surfaces urbanisées en France qui sont dédiées aux infrastructures, donc à des parkings, à des routes, à des LGV, etc. etc. Donc, concentrons-nous sur les bâtiments, mais regardons aussi tout ce qu'il y a autour, le quartier, l'espace public, les espaces verts, etc. Et aujourd'hui, moi, je pense que construire, reconstruire, transformer, commencer par transformer, ou en tout cas essayer de transformer des bâtiments plutôt que de les déconstruire, et puis construire aujourd'hui du neuf qui saura se réinventer demain. Donc du neuf évolutif. J'ai coutume de dire qu'un bâtiment devrait avoir cette vie comme un chat et en plus anticiper sa fin de vie, qu'on sorte de l'obsolescence programmée tout simplement. Par contre, ça demande de changer complètement de braquet. Je pense que les entreprises sont prêtes à le faire aujourd'hui. C'est d'autres métiers, c'est d'autres procédés, d'autres modes d'organisation des projets et donc plein de métiers à réinventer, donc plein d'opportunités aussi individuelles et collectives, de nouveaux métiers, de nouveaux business models pour des organisations et finalement de création d'emplois. Ça va demander travailler l'existant. Enfin, il y a un truc qui est vraiment fondamental et Agnès Langevin parlait du quand le bâtiment va, tout va. Oui, sur le quantitatif, en effet, et on a ce slogan-là aussi, ça fait partie de ces grands mots et de ces grandes équations. Sauf que travailler sur l'existant, c'est plus de matière grise, c'est plus de main-d'œuvre et c'est moins de béton. Donc, on va changer de matière grise, vous voyez, couler moins. Donc, quelque part, dépenser peut-être autant, peut-être moins, mais en tout cas, dépenser moins de matière sur les lieux, moins d'énergie. Et par contre, on doit dépenser plus en intelligence, mais aussi en main-d'œuvre. Ce sera une nécessité et c'est une formidable opportunité. Cet enjeu-là comme une opportunité, on le voit aussi transparaître dans les commentaires. C'est à la fois, on sait, c'est complexe. Il y a plein de difficultés sociétales, psychologiques, culturelles, mais il y a aussi vraiment des enjeux et un regard vers l'opportunité. C'est bien. D'ailleurs, c'est bien l'approche de la trajectoire région énergie positive. On ne fait pas juste ça pour réduire les consommations d'énergie, mais je crois qu'on a toujours porté ce discours-là. C'est pour améliorer la vie des habitants d'Occitanie. Agnès Langevin, qu'est-ce que... Oui, moi, je trouve que les planètes s'alignent. Déjà parce qu'il y a une appropriation des questions de biodiversité, des questions bien sûr climatiques. Nous sommes une région vraiment impactée. Quand il fait très chaud,
Thierry Salomon en parlera peut-être, hein, la question du confort d'été chez nous est prégnante. Et puis, il y a la question, bien sûr, de la mixité. Moi, je pense qu'une des solutions, c'est vraiment d'arrêter de spatialiser les bureaux, l'habitat. Enfin voilà, il faut qu'on ait des expérimentations. Elles existent d'ailleurs de mixité. Hein. C'est peut-être pas la peine de construire autant de parkings. Le parking, s'il est utilisé qu'à partir de 20 heures, on peut trouver des façons de partager ces espaces. Donc, les planètes sont aussi alignées parce que, on a parlé de la crise sanitaire, on le voit, et ce mot maintenant qui est voilà, très à la mode de résilience, on a vu les effets aussi de la crise sur les ruptures de chaînes d'approvisionnement, de matériaux notamment, de produits manufacturés, et le secteur du bâtiment est fortement impacté par ces ruptures de chaînes d'approvisionnement. Sur le plâtre, enfin, il y a vraiment des chantiers qui sont arrêtés, soit parce que les matériaux ne sont pas là, les matières premières, soit parce que les coûts se sont envolés et les artisans, les entreprises ne peuvent pas respecter les devis qui ont été donc générés initialement. Et du coup, ils ont aussi, enfin, c'est une contrainte, en tout cas une difficulté qu'ils doivent traverser et dont on doit se saisir pour penser des filières beaucoup plus locales, de la déconstruction, du réemploi, bien valoriser les ressources et notamment les déchets du bâtiment. Voilà, donc si on a cet élan collectif, on peut arriver vraiment à changer le modèle, un petit peu par la force des choses pour certains, mais c'est pas très important. Hein. Ils y trouveront leurs bénéfices, hein, et c'est ça qui peut les entraîner aussi à bien faire. Merci, merci Agnès. Je ne sais pas si vous voyez en même temps, il y a énormément de commentaires et ce qui est génial, c'est que aussi des participants échangent entre eux aussi. Je vois Sylvain que vous avez raison, l'âge des pierres ne s'est pas arrêté parce qu'il n'y avait plus de pierres sur le manque de sable. Moi, je vous invite déjà vous participants à pouvoir commenter, réagir entre vous parce que c'est ça aussi la richesse. Et il faut utiliser les bons côtés de la visio, c'est qu'on peut, c'est comme si vous discutez avec votre voisin. On va passer alors, on n'a peut-être pas pris toutes les questions, mais je sais, Sylvain, vous n'hésiterez pas aussi, je vois que vous le faites, à compléter. On va passer à la table ronde au plat de résistance, comme je disais. On va remercier chaleureusement Agnès Langevin d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Agnès, et à bientôt. Merci, à bientôt, et au revoir Sylvain, parce que je vous ai appelé Sébastien tout à l'heure, mais j'ai un ami qui s'appelle Sébastien Grisot, donc c'est pas complètement... Voilà. C'est mon deuxième prénom, il n'y a aucun souci. À très bientôt, merci.